vous avez l'estomac qui grince et les pépis qui s'agitent et qu'il est l'heure de Qu'est-ce qu'on food? Et on se retrouve pour une nouvelle émission avec aujourd'hui plein de choses dont on va vous faire découvrir au fur et à mesure. On va partir à la découverte du nouveau restaurant de Marc Vera qui est en fait un food truck, Exactement. un nouveau food truck autour de Bocaux. Et puis on va aller aussi au Café des Abattoirs dans le premier à Paris. Puis je crois qu'après on va partir aussi dans une distillerie de cognac, découvrir comment on fabrique du cognac et qu'est-ce que c'est que le cognac exactement et quel est l'intérêt de ce beau produit. On va aussi aller du côté des festivals omnivores. Voir ce qui se passe du côté d'Omnivore qui commence dimanche de la semaine prochaine, dimanche 16, et qui nous prévoit 3 jours de festivités autour des chefs. Et ça va être un vrai bonheur d'aller pouvoir se régaler et découvrir leurs plats là-bas. C'est parti pour une heure de Qu'est-ce qu'on fout. Exactement. Alors, on peut même pas dire qu'on part dans un restaurant, puisqu'en fait, on part chez Marc Vera, mais qui, cette fois-ci, a décidé de changer un peu sa version du restaurant et de partir sur les food trucks. Alors, pourquoi les food trucks? Décidément, tout simplement, en fait, parce qu'ils sont arrivés à la conclusion qu'il y a une petite enquête qui a été menée par un institut anglais et qui raconte que, en fait, 60% des salariés passent leur pause déjeuner devant leur bureau. Donc il est 11h aujourd'hui et je suis sûre que d'ici une petite heure, 1h30, vous n'aurez pas forcément choisi de passer un peu de temps au restaurant et plutôt derrière votre bureau. Et donc du coup, en fait, Marc Vera et son partenaire ont eu l'idée de lancer un food truck. Alors le food truck, mais un peu particulier, parce qu'on connaît les food trucks qui sont sur place et qui ne bougent pas. Et là, c'est différent. En fait, Marc Vera propose une offre où on va commander sur le site qui s'appelle mesbocaux.fr, et de ces bocaux-là, en fait, de ce site-là, on commande ces différents plats, alors entrée plat, plat dessert, ou simplement juste le plat en lui-même. Et en fait, une fois que la commande est passée, on choisit son lieu de livraison, qui pour l'instant est autour de la Défense et des Champs-Élysées. Et les plats sont préparés sur place, donc c'est pas des plats en fait qui sont faits en amont, mais c'est des plats qui sont préparés sur place, et après on vous prévient par SMS de l'arrivée de votre repas près de votre bureau. Donc en fait c'est beau vraiment comme un camion, ce camion. Exactement, donc c'est vraiment le food truck qui se déplace devant votre bureau et qui vient vous amener votre déjeuner chaud. Et alors qu'est-ce qu'on mange? Alors qu'est-ce qu'on mange? Il y a beaucoup de choses qui est disponible à la carte. Donc ce qu'on mange, ce sont les entrées avant tout. Donc il y a l'entrée de Marc Vera qui fait notamment dans son restaurant autour d'une salade de mâche avec un œuf poché absolument superbe et une petite vinaigrette avec de la grenadine. Ensuite, on a aussi une entrée avec une salade délicieuse vraiment de lentilles et d'haricots rouges. Après, au niveau des plats, on a de la blanquette, on a du poulet au curcuma, donc on va avoir quelques visuels. Et puis on a également des accompagnements, que ce soit des carottes, que ce soit du chou. Et puis ensuite on découvre aussi tout ce qui est mousse au chocolat, voilà. Donc on est sur une offre qui est très diversifiée et qui permet de voir différentes choses et de déguster différentes choses, voilà. Donc, et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut payer avec son ticket resto, donc on est vraiment sur une offre qui correspond à ce que les gens ont en termes de ticket resto. Donc il faut savoir que le Bocaux est disponible à 8,50 € et ensuite entrée plat c'est 11 € et 11,50 € et entrée plat dessert 13,50 €. Voilà, donc ce qui reste tout à fait raisonnable et ce qui permet de manger chaud chez soi. Enfin, devant son bureau surtout. Et là, ça fait vachement envie, voilà. ce camion. Exactement. Et donc, du coup, il est amené à se développer et à aller dans d'autres territoires que les Champs-Élysées et la Défense et Neuilly pour le moment. Mais voilà, donc on attend ça avec impatience.
Super, super. Et donc c'est Marc Vera qui a créé toutes les recettes? Et donc c'est Marc Vera qui a créé toutes les recettes, donc il faut pas. Alors c'est de très bonnes, très bonnes recettes, de très bons bocaux. On n'est pas du tout dans une approche gastronomique. Hein. C'est vrai que Marc Vera est connu pour toute sa cuisine gastronomique, ses différents restaurants qu'il a eu en Savoie et à Manigold également. Mais là on est plus sur une approche saine. Équilibré surtout, donc c'est ça qui est le plus important. Et à juste prix. Et à juste prix, tout à fait, que le prix d'un ticket resto. Donc il y a vraiment un travail qui a été fait autour de ça pour amener l'alimentation saine et équilibrée dans les bureaux. Et puis pour ceux qui ont envie de se faire des déjeuners d'affaires, c'est aussi l'occasion de pouvoir les commander et d'offrir quelque chose de différent à ses clients. Top. Voilà. Et donc du coup, rendez-vous sur mesbocaux.fr. Pour suivre le camion. Pour suivre le camion. Top. On continue avec le Café des Abattoirs. Alors, c'est le groupe Rostand, les restaurants Rostand Père et Fille, puisqu'on sait donc que Rostand a 2 filles avec lesquelles il travaille. Et donc, ils ont ouvert un nouveau restaurant qui s'appelle le Café des Abattoirs, qui est dans le premier, rue Gambouste, et qui est en fait un comptoir à viande. Donc forcément, on aime, ça nous parle, la viande. Et j'ai un peu craqué pour ce restaurant parce qu'il y a une formule en fait absolument top. Il y a trois menus, c'est soit 32, soit 38, soit 45. À chaque fois, il y a un trio d'entrées à partager. Et puis ensuite, on choisit en fonction du menu entre trois différentes viandes. Et donc je trouve sympa le côté à partager les viandes et très convivial avec un joli comptoir qu'on va voir où on peut se poser pour déjeuner, qui est assez sympa, le côté comme ça très partage. Et on partage avec son voisin de table ou on partage? Alors, les entrées, on les partage avec son voisin de table, tout à fait. On apporte le nombre d'entrées. En fait, à chaque fois, il y a 3 petites entrées différentes qu'on apporte en quantité suffisante pour 1, 2, 3, 4 ou 5 selon le nombre qu'on a. Et ensuite, donc, on choisit sa viande. Et ça peut être des viandes à partager, ça peut être des viandes individuelles. Donc, on a par exemple, alors, il y a des spécialités comme le gratin de gras double, comme chez Lyon, de Lyon, carrément. L'araignée de cochon laqué. Après, il y a des choses plus tradies comme la bavette de bœuf, le gigot d'agneau façon kebab, les ribs de bœuf, l'entrecôte. Et donc, en fait, le prix du menu varie en fonction de la viande. Et les garnitures, pareil, à nouveau, on les choisit parmi 4-5 au choix. Toutes les sauces sont faites maison. Tomate au réfort, c'est intéressant, ça. Elles sont absolument dingues. Ça doit être délicieux. Ah, c'est top. Et après, on a le dessert. Donc, c'est-à-dire que dans le menu à 32, 38 ou 45, à chaque fois, il y a entrée, plat, dessert compris. Donc, du coup, il n'y a pas de mauvaise surprise à l'arrivée. Franchement, c'est un rapport qualité-prix qui est absolument top pour le quartier, parce que c'est quand même place du marché Saint-Honoré, donc c'est un quartier où généralement ça tape un peu. C'est ouvert tous les jours, donc ça, c'est top. Aussi, parce qu'on a un peu du mal parfois à trouver un restaurant ouvert le week-end. C'est tout type de viande ou pas? Ouais, il y a aussi bien de la volaille que du cochon, que du porc, que du bœuf, voilà, c'est cochon, porc d'air, c'est la même chose. Et donc c'est 10 rue Gambouste, ça s'appelle le Café des Abattoirs, et je ne peux que vous recommander d'y aller parce que c'est vraiment une adresse pour viandards confirmés, amateurs, hein. Faut pas avoir peur de la viande, mais c'est vrai qu'on se régale en allant là-bas. Donc du coup une adresse à découvrir alors. Une adresse à découvrir, assurément. Parfaitement. On continue avec les livres. On continue avec les livres. Alors pas mal de livres en fait cette semaine. Notamment on va commencer par on sort un peu de l'hiver, mais du coup on continue à se faire plaisir avec quelques soupes, et notamment chez Marabout qui vient nous sortir cette collection est vraiment très sympa parce qu'en fait on en a déjà parlé, on avait présenté les desserts, exactement, il y avait des goûters maison, et en fait on fait ces collections, elle est basée sur ce qu'on a dans ces placards. Donc du coup, on est vraiment sur la cuisine de placard, et ça permet en fait d'avoir différentes recettes avec ce qu'on a à la maison. Alors on va faire un petit focus sur le livre par en haut. Exactement. Et puis alors du coup, c'est ça qui est rigolo. Donc on a la photo du placard pour savoir exactement ce qu'il faut. Et puis après, en fait, la petite présentation de la recette avec la crème de champignons. Par exemple, ici, sur les différents ingrédients qu'il faut, la différente préparation et
la photo simple, mais qui permettent de voir. Mais qui correspond à ce qu'on peut faire à la maison aussi pour une fois. Exactement, c'est ça, tout à fait. Parce que le nombre de fois où tu as des photos complètement délirantes et tu te dis, waouh, j'arriverai jamais à faire un truc pareil. Et effectivement, tu n'arrives pas à faire un truc pareil. Mais là, je trouve que les photos à chaque fois sont très ressemblantes. C'est des soupes, quoi. Enfin, voilà. Y a pas de. Alors, la fameuse recette de lentilles du puits et coriandre qui est absolument délicieuse. Voilà, ensuite. Et puis en fait, la crème. C'est très simple, c'est vraiment. Enfin, moi, c'est ça que j'aime bien dans cette collection, c'est que tu as les ingrédients à la maison, quoi. C'est le nombre de fois où, par exemple, il y a des livres de recettes où tu ouvres et là, il y a 15 000 ingrédients et t'en as un dans tes placards et tu dis, bon, alors où est-ce que je vais trouver l'épice truc muche et non. C'est là, ça, au moins, il m'est déjà arrivé de parcourir tout Paris pour pouvoir aller, trouver l'ingrédient qu'il faut. Et c'est vrai qu'en plus, là, comme on a le visuel des ingrédients, on sait exactement où les trouver et s'assurer qu'on les a dans les placards. Donc, c'est aussi ça qui est très sympa. Et si je ne m'abuse, d'ailleurs, je crois qu'il y a des recettes sur tous les différents... toutes les différentes périodes de l'année. Donc on a maintenant le printemps avec le velouté de courgette et puis ensuite l'été et donc été, automne, hiver, printemps. Voilà, donc un livre à découvrir chez Marabout et comme quoi on ne peut ne pas que manger des soupes en hiver, mais également pendant le reste de la saison. Et donc du coup 12,50€ chez Marabout. Voilà, on vous recommande d'aller faire ça. Alors ensuite, puisqu'on est justement à cette fameuse sortie de l'hiver et que les beaux jours arrivent, et là on a envie aussi de se faire plaisir et de garder la fameuse ligne. Alors la fameuse ligne, justement, comment on la garde, toute la question les se Japonais pose. sont forts. Pourquoi justement est-ce que les Japonaises réussissent à rester les Japonaises restent si minces, si jeunes Alors les Américaines se posent exactement la même question pour les Françaises que nous sommes. Oui. Et donc du coup les Françaises se posent la même question pour les Japonaises qu'elles sont. Voilà. Et donc du coup c'est Marabout toujours qui nous propose en fait ce livre qui s'appelle Sushi Slim ou comment garder la ligne à la japonaise. Et donc du coup c'est toute une série de recettes qui permettent de montrer comment est-ce qu'on réalise des sushis chez soi. C'est un peu compliqué. Sushi chez soi. Sushi chez soi. Voilà, c'est un peu compliqué à dire mais on y arrive. Et l'idée en fait c'est de montrer comment dans un premier temps on prépare un riz à sushi absolument parfait. Ah ouais, le riz c'est la base du sushi. Le riz c'est la base du sushi riz, et on ne rigole pas avec ce sushi là. Ce n'est plus un souci de faire des sushis à la maison. Et ensuite, comment est-ce que couper les légumes, l'air de rien, on coupe pas les légumes aussi facilement qu'on pourrait l'imaginer. Non, exactement. Et quand à la découpe du poisson, alors là, je vous dis pas, c'est tout un art. C'est ça, voilà. Et donc du coup, comment est-ce qu'on le choisit dans un premier temps et ensuite comment est-ce qu'on le déguste. Et après, alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a l'épicerie la japonaise. Enfin, il y a une liste en fait d'épiceries japonaises qu'on peut retrouver sur Paris, donc si on est à court de produits, comment se procurer ça. Il existe d'ailleurs un petit appareil à faire des makis que j'avais présenté lors de la première émission. Une des premières émissions de Qu'est-ce qu'on fout, ce qui était un grand moment de télévision. Mais encore. Là, alors c'est marrant, il n'y a pas que en plus des sushis ou des makis, il y a aussi des repas, des plats traditionnels. Complètement. Et du coup, là, lifting à boire. Lifting à boire, voilà. Donc, comment alors, se dans faire le lifting à boire, un joli lifting, on met du filet de mérou avec la tête, du tofu ferme pour que la peau reste ferme, du poireau, du chou chinois, des pousses de haricots mango, du champignon shiitake. Et après, on en fait donc un joli plat avec du poisson et on boit ça et on a la peau toute collagénée. C'est ça. Le botox ne passera pas par nous. C'est ça qui est magnifique. C'est dingue. Voilà. Et donc du coup, un beau livre de recettes à découvrir et justement comment aussi se faire plaisir tout en mangeant. Exactement, parce que là c'est très équilibré, donc des recettes très saines. Ça fait très envie. En plus, tout a l'air extrêmement bon. On va peut-être faire un petit focus sur le livre. On va peut-être faire un petit focus sur le livre, justement, oui, effectivement. Pour montrer un peu les jolies photos et les petites recettes. Voilà. Tout ça, c'est très délicat, c'est très japonais, quoi, comme d'hab. Hein. C'est toujours élégant, toujours fin, toujours féminin. C'est pour ça qu'on aime bien. À découvrir. Donc voilà, et donc c'est édition Marabout au prix de 10,90€. Voilà, pour ceux et celles, pour celles et ceux surtout aussi qui ont envie de garder la ligne, donc manger japonais.
Alors on continue aussi sur toute la partie, on a parlé soupe et là on va vous parler pour le coup sauce et coulis inratables. Ah là c'est plus du tout détox. Là on n'est plus du tout détox. Ouais, Mathilde comme ça elle passe du coq à l'âne. Complètement, toujours. C'est voilà et en fait je prépare ma transition pour le magazine d'après. D'accord. Voilà. Et donc du coup c'est publié. Tu fais étape par étape. Complètement. C'est publié au quotidien Malin au prix de 6 € par Kitry Paxson et du coup l'idée c'est alors un petit livre très simple sur les différentes sauces et les différents coulis. Donc on y retrouve la vinaigrette au curcuma, la vinaigrette au curry, sauce mordaise, ça donne des idées pour faire des sauces un peu plus originales que d'habitude. Exactement. Il y a aussi des dips, les fameuses rillettes de thon très bonnes, mayonnaise, piment, la vinaigrette sans huile, vinaigrette légère. Donc on peut retrouver. D'ailleurs tu mets quoi dans une vinaigrette sans huile? Alors, la vinaigrette sans huile, je vais te dire. Pour que ça soit quand même bon. J'ai reperdu une sauce à la cacahuète aussi. J'ai vinaigrette sans huile. Alors la vinaigrette sans huile, elle est faite à base de un mélange de 3 vinaigres, une cuillère à soupe, 2 cuillères à soupe d'eau, une cuillère à soupe de jus d'orange et une cuillère à café rase de fécule de maïs. C'est le jus d'orange qui fait. C'est le jus d'orange, exactement. Qui fait que c'est pas trop mauvais quand même. Voilà, tout à fait. Donc sauce et coulis inratables aux éditions du quotidien Malin. Et pour enchaîner sur la transition un peu moins légère... Plus du tout légère, on était dans le moyen léger, là on passe dans le totalement décadent. Complètement. Et ça va faire plaisir à Isabelle. Le grand guide de l'amateur des fromages aux éditions Nourrir, publié chez Oracom. Et donc, du coup, je crois qu'on est encore un peu dans la période de la raclette, on peut encore on a encore un peu le droit. Bon, jusqu'au 21 mars, on a encore un peu le droit. Jusqu'au 21 mars, donc bon. Alors, c'est 148 pages sur plus de 250 fromages. Wow. Voilà, donc c'est vraiment tous les fromages France, Italie. Oui, parce qu'on n'est pas les seuls à faire du fromage. On faut arrêter de se gosser d'être les les Frenchies qui puent le fromage. Non, il y a d'autres pays qui sont producteurs de fromage et qui font des bons fromages. Il ne faut pas sous-estimer nos concurrents. Après, c'est vrai que je suis d'accord qu'on reste les meilleurs, mais on n'est pas les seuls à en faire. Et donc du coup l'idée là c'est de découvrir, aller faire un tour de France et un tour d'Europe des fromages et découvrir toutes les différentes spécialités sur le sujet. Et d'ailleurs pour les Parisiens d'entre vous, on vous recommande aussi d'aller chez Brut, Cave Brut pour ceux qui connaîtraient le restaurant à Cram. Il vient d'ouvrir avec Jérémy et Pauline un endroit donc, qui s'appelle Cave Brut au 22 rue Lauriston et donc du coup là on y découvre des fromages, du vin. Donc Jérémy s'occupe du vin, Pauline des fromages. Et donc il faut une association en fait entre mets et fromage. Et c'est ça qui est assez intéressant. Donc ça permet d'aller prendre l'apéro là-bas avant de se faire une bonne table ou justement de prolonger la soirée sur place et déguster de très bons fromages et de très bons vins. Voilà, avec notamment des fromages qui viennent de chez Rodolphe Lemeunier qui est l'un des meilleurs ouvriers de France sur le sujet et qui se bat justement pour faire découvrir au grand public que nous sommes des fromages dont on n'a pas forcément connaissance et justement de montrer que le fromage fait maison ou le fromage en tout cas qui vient des grandes entreprises et pas forcément le meilleur, mais que justement il met en avant tout le travail réalisé par les affineurs. Donc c'est à suivre et à découvrir Cave Brut au 22 rue Lauriston. Je te sens complètement subjuguée par ces fromages. C'est juste ce que je suis en train de découvrir. En plus, ça donne faim, c'est terrible. Mais il y a un nombre de fromages dont on ne soupçonne pas l'existence. Complètement. Est-ce que vous saviez qu'en Savoie, on produisait du tamier, qui est un pâte-molle à croûte levée, qui ressemble grosso merdo à un reblochon, mais qui n'en est pas. Et voilà, donc il y en a plein en fait, c'est absolument dingue. Et on vous fera découvrir d'ailleurs dans les semaines à venir une box autour des fromages, ça s'appelle les nouveaux fromagers, et qui ont mis en place une box qui permet de se faire délivrer des fromages à la maison. Bien, on fera une dégustation de fromage. Complètement, voilà, sur le prochain plateau. Ça va sortir bon. On vous invite à venir, je pense que ça va être fort sympathique. Olive et bleu, bon, je suis fan. Voilà. Donc, le grand guide de l'amateur de fromage. Ce magazine, c'est un magazine qui va être tous les... C'est un hors-série. Hein, donc pour le moment, il n'y en a qu'un exemplaire, mais du coup, on peut le trouver en kiosque.
Voilà. Génial. À découvrir, à découvrir. Et alors, last but not least, mais On en c'est parlera peut-être au moment l'occasion de- d'en reparler un peu plus tard. Voilà, on vous fait juste une petite avant-première, mais le 16 mars, il y a ça qui sort de chez Omnivore, mais on en reparlera On en reparle un peu plus très tard dans vite l'émission. Et bah, c'est le moment de passer à la partie glouglou. On va faire une petite pause et on se rejoint tout de suite. Alors aujourd'hui, ça va être cognac. Pourquoi cognac ? Parce qu'on vient de finir la période de distillation. Qu'est-ce que c'est la distillation ? Justement, on va aller à la découverte un peu de tout ça, parce que finalement, le cognac, c'est un produit qu'on connaît pas bien et qu'on boit plus trop, qui est un peu devenu ringard presque. En tout cas en France, puisque quand on part à l'étranger, le cognac, quand on va aux États-Unis notamment, tous les rappeurs en sont complètement fans et c'est une boisson hyper branchouille, mais en France, on ne sait pas pourquoi. C'est nous qui le produisons pourtant, mais non, on boude. Alors que quand c'est bien fait, un bon cognac, même juste pur comme ça peut être super intéressant. Ou alors en cocktail. Comme un bon whisky en fin de repas. Ouais, comme un bon cocktail, ou même pour cuisiner. Ou même pour faire avec un repas. Finalement, on n'y pense pas assez souvent, mais par exemple, fromage cognac, ça peut être assez chouette. Là, on parlait des fromages. Et donc aujourd'hui, on va aller à la découverte, à la rencontre d'un producteur de cognac qui s'appelle Thomas Quintard. Et sa maison s'appelle Cognac du Frelet. Voilà, donc il fait ses bouteilles. Il fait pas que du cognac, il fait aussi du vin. Mais là, il va nous parler plus spécifiquement du cognac et il va nous emmener au cœur de sa distillerie où on va découvrir comment ça fonctionne tout ça avec une petite interview de Thomas Quintard. Allez, c'est parti. Bonjour, Thomas Quintard, vigneron sur la commune de Châteauneuf. Donc je suis producteur de cognac. Je suis la 4e génération. J'ai repris l'exploitation avec mon frère Bastien. Nous faisons donc du pinot, du cognac et du vin de pays en blanc, rosé et rouge. En ce moment, donc, nous nous trouvons dans la distillerie parce que c'est la période de distillation. Cette période commence après les vendanges, une fois les vins finis, et doit se terminer au plus tard le 31 mars. C'est la réglementation qui veut ça. On ne fait pas comme de la vodka ou ce qu'ils peuvent faire sur la tequila ou du whisky. Notre AOC nous oblige à finir au plus tard le 31 mars. Voilà. Cette période, pour nous, sur notre exploitation, donc on a 32 hectares de vignes, il y en a 5 qui sont dédiés au vin et au pinot, le reste part sur la partie cognac. Notamment une grosse partie sur 3 grandes maisons de négoce qui sont Rémy Martin, Martel et Courvoisier. Une partie pour nous forcément pour pouvoir refaire des cognacs, faire du stock. De raisin forcément, donc on part de la vigne, on fait du raisin, donc les cépages c'est Uni Blanc et Colombard. À 90% d'Uni Blanc, voilà. Après donc ces raisins on les presse, on fait du jus de raisin, ce jus de raisin on fait la fermentation, on obtient des vins qui sont à faible degré et grande acidité. Pour donner un point de référence, ou un vin de consommation, on est sur un degré d'alcool qui est entre 12 et 13 et une acidité qui est à 4. Là, on est plutôt sur des vins qui sont à 8-9 degrés d'alcool et des acidités à 7. Voilà. Donc on est obligé d'avoir cette acidité parce qu'on ne sulfite pas nos vins pour la conservation. Si on ne sulfite pas les vins, c'est d'abord parce qu'en plus à la distillation, on aura des goûts d'œufs pourris, des choses comme ça. C'est notre alambic, on met le vin dedans, on distille 2 fois, c'est la double distillation, c'est la méthode charentaise. On passe d'abord du vin, de ce vin on obtient le brouillis. Ça correspond à peu près un tiers du volume de charge qu'on a mis sur le vin. Et ce brouillis, on va le repasser
C'est d'où la double distillation. La distillation à repasse. Et ce brouillis, on obtiendra le cœur qui sera encore que 1/3 du volume de charge de brouillis. Et voilà. Et ce cœur de cognac, on le mettra en vieillissement pendant, suivant ce qu'on veut faire, donc 3 à 50, 60, 80, 100 ans et plus pour certains. On met le vin dans l'alambic, on porte le vin à ébullition, c'est donc les vapeurs d'alcool vont passer sur l'oignon et le col de cygne. Alors ils ont cette forme de façon à pouvoir faire retomber les vapeurs les plus lourdes dedans l'alambic et laisser passer les vapeurs les plus légères au travers le col de cygne et après derrière venir se recondenser dans le serpentin sur la pipe de refroidissement et ressortir au porte-alcomètre. Voilà. Donc ce brouillis va avoir un degré d'alcool de environ 30 degrés. Voilà. Et on va recommencer l'étape avec le brouillis et sortira après donc le cœur de cognac qui titrera au maximum, donc là c'est pareil, c'est encore une réglementation, maximum 72,4. Le nombre d'années de vieillissement à peu près en fût, donc sur par exemple on va prendre le 3 étoiles, on a sur une moyenne de 50 fûts. Le VSOP on est sur une moyenne de 15 ans et l'XO sur une moyenne de 30 ans. Voilà. À savoir que si l'XO par exemple au bout de 20 ans, enfin 20-25 ans, était naturellement descendu à 42, là sur la dernière coupe, était descendu à 42,3 naturellement, c'est-à-dire que j'ai juste rajouté de l'eau de 42,3 à 40 pour pouvoir le mettre en cognac, je n'ai fait que ça. Sur le VSOP, je travaille différemment, c'est-à-dire que dès la première année, je descends l'eau de vie à 63 et je la laisse vieillir et elle descendra après jusqu'à 40. Et sur le 3 étoiles par contre, là on fait des coupes, enfin on réduit 1 à 2 fois par an l'eau de vie pour la descendre à 40. Ça va d'abord dépendre du type de sol. Donc moi, nous en petite Champagne, on va être plutôt sur des choses type poire, coin. Après, sur mon 3 étoiles par exemple, on a l'impression d'avoir une pâtisserie chaude, type tarte aux pommes, des choses comme ça. On peut, bien sûr, le fût est là, est présent, des notes vanillées, le rancio, des choses torréfiées. Alors, la première chose, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne se prend pas que en digestif. Le 3 étoiles, par exemple, notre VS, nous on le prend en apéritif avec un tonic. Voilà. Le VSOP, moi quand je le fais, je l'aime bien sec mais frappé, enfin brut comme ça mais frappé, c'est-à-dire que vous mettez la bouteille de VSOP au frigo et on aura, voilà, on peut comme on ferait un whisky, mais plutôt que de mettre des glaçons et de diluer le produit, plutôt l'avoir frais. Donc le digestif bien sûr, enfin l'XO en digestif. Alors dessus le chocolat, comme on est en train de faire en ce moment par rapport aux distilleries en fait. Voilà. Sinon après sur de la cuisine asiatique, des choses épicées, voilà. Ça c'est intéressant aussi. Les Chinois sont gros consommateurs et eux consomment le cognac tout au long du repas et sur leur cuisine ça va très très bien. Pour avoir fait dernièrement aussi, je l'ai fait sur une truite fumée, mon VSOP, c'est extraordinaire. Voilà. Après, il y a plein d'autres accords hein, avec des fromages, des choses comme ça. Ça a l'air complètement passionnant ce monde du cognac. On ne connaît vraiment pas et dès qu'on commence à s'y intéresser, en fait, c'est sans fin. Et notamment, j'étais assez bluffée, que ce soit sur les cocktails, effectivement, on peut faire beaucoup de choses, en fait, mais aussi en cuisine, que ça soit l'utiliser, par exemple, celui-ci qui est donc le 3 étoiles, comme il disait, on peut l'utiliser avec du Schweppes pour l'allonger juste en apéro, etc. Mais on peut cuisiner aussi avec, on a fait la dernière fois une terrine de foie avec des foies. Les foies étaient marinés là-dedans.
On peut faire flamber aussi des gambas ou des crevettes, c'est très bon ça, en flambé. Même puis, sur des bananes flambées, mais avec du cognac, c'est délicieux. Alors, un truc auquel on pense pas assez, c'est le chocolat. Chocolat cognac. Alors, justement, Thomas Quintard est un pro, il travaille avec une sommelière du chocolat qui s'appelle Lauranie, et Lauranie, elle est spécialisée donc dans les accords entre le chocolat et les alcools, et avec le cognac, elle fait des accords qui sont juste démentiels. Elle prend en fait les trois différents, parce qu'en fait donc Thomas a un 3 étoiles, un VSOP et un XO, et sur chacun elle arrive à trouver des chocolats alors il y avait du chocolat, elle travaille pas mal avec Marcolini justement, on apprécie, chocolat Bona aussi, elle travaille vraiment avec pas mal de différents producteurs, petits, etc. Et elle fait des accords qui sont juste démentiels. Donc non, le cognac, il faut oser se lancer dedans, aller à la découverte du cognac, s'initier, etc. Parce qu'en fait, ça peut être bien plus agréable qu'on ne peut l'imaginer. Et, voilà, ça peut être très subtil et très fin. Donc bon, après, toujours avec modération, hein, vous l'avez compris, surtout que là on est sur des spiritueux, donc encore plus avec modération. Oui. Mais ça n'empêche pas de découvrir le produit, de se faire plaisir, de s'initier, tout en sachant quelles sont les limites. D'ailleurs, sur les accords chocolat, il y a en mélangeant justement cognac, fromage et chocolat, une très bonne recette de ganache chocolat mélangé avec du Stilton, qui est le bleu anglais qu'on connaît bien, et du coup, avec un petit verre de cognac par-dessus, avec des poires pochées, c'est absolument divin. Et recette de la mort qui tue. On se a retrouvé sur le blog Mathilde Cuisine. Et donc, du coup, on se régale avec cette recette. C'est un vrai bonheur. J'essaierai d'en faire une fois pour la ramener sur le plateau. Oui, c'est une bonne idée. Voilà. Exactement. Ça me plaît bien cette histoire de poire et de cognac et de Stilton. Bon, voilà. Alors on enchaîne, on se retrouve dans quelques secondes pour la partie événement. Exactement, à tout de suite. Alors, l'événement attendu par tous les passionnés tous les foodies, tous les foodistas, tous les passionnés de cuisine, de chefs, de restaurants arrive, et il s'appelle Omnivore. Alors, Omnivore, c'est quoi ? C'est depuis 9 ans. C'est la Mecque des gastronomes. C'est depuis 9 ans un festival, et pas seulement d'ailleurs. C'est un festival, c'est un mouvement, c'est des manifestations qui ont lieu tout au long C'est un vrai état d'esprit. C'est un état d'esprit qui met en avant la jeune cuisine. Et la jeune cuisine, c'est créative. Quoi ? Eh ben, c'est la cuisine un peu créative. C'est les chefs qu'on connaît pas forcément. C'est aussi ceux qu'on connaît aussi, mais qui donnent du renouveau à la cuisine et donc du coup qui vont réinventer, qui savent créer, qui ont des vrais univers et des vraies personnalités. Complètement, et qui vont sortir des sentiers battus. Et je vous propose de regarder ce petit film pour justement rentrer dans cet univers, et on en discute juste après. Pistons of the stratosphere, I call it a higher killing. Early down, 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 down. My nigga, we be wildin', grindin', impeccable timing. Animal on the beats, my nigga, fine dining. Your future's looking dubious. Lock flow, 'cause
Alors, J'adore voilà. cet univers. Moi aussi. Et alors pendant 3 jours, mais alors en plus on a les yeux comment dire, qui pétillent, qui brillent, parce que pendant 3 jours on rentre dans l'univers des chefs, on rentre dans l'univers de la gastronomie, et c'est absolument passionnant. Alors ça commence dimanche le 16 mars, c'est à la Maison de la Mutualité, et pendant 3 jours vous allez avoir droit à des démonstrations, vous allez avoir droit à des rencontres avec des chefs, vous allez avoir droit à des rencontres avec des artisans, et aussi avec l'univers des produits. Et alors du coup ça s'organise en différents temps. Donc il y a une grande scène. Il y a 3 scènes, voilà. Il y a 3 scènes, exactement. Il y a une grande scène salée qui commence à 10h dimanche, qui commence avec notamment Florent Ladenne qu'on a découvert sur Top Chef l'année dernière. Après on enchaîne à 10h40 avec David Toutain, Jean-François Piège, qui vient d'ouvrir son restaurant dans le 7e. Qui vient d'ouvrir son restaurant, exactement. Thierry Marx dans l'après-midi, Christophe Santagne ensuite. Après, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi bien des chefs français que des chefs étrangers. Exactement, mais c'est là aussi et là on en toute découvre quelques-uns à l'écran, notamment Alexandre Gauthier, la Grenouillère. Pierre Gagnère, bien évidemment. Et ensuite, du coup, toutes ces scènes. Alors, le lundi, on retrouve justement Pierre Gagnère, on retrouve Pascal Barbeau, on retrouve Alexandre Gauthier, on retrouve encore Pierre Gagnetti cette fois-ci. Le mardi, ce sera James Henry, ce sera Mathieu Vianney de la fameuse Mère Brasier à Lyon, Emmanuel Renaud du Flocon de Neige à Megève, on a Julien Burlet du Dôme à Anvers qu'on vous recommande d'aller faire un tour en Belgique pour faire la tournée de ces grandes tables. Voilà. Et sur la scène sucrée, c'est la même chose, c'est des démonstrations en direct où les chefs viennent nous présenter leur création. Des chefs pâtissiers, mais parfois aussi des chefs pas forcément pâtissiers qui parlent de sucré, et ça c'est intéressant. Là aussi. On a William Ledeuil justement dimanche à 13h, voilà. Donc de Kitchen Gallery. Il y a Ludovic Chaussard qu'on a pu découvrir ici avec ses créations Gâteau Tout Mieux. Le lundi, on a Claire Damon des gâteaux et du pain qu'on avait présenté la dernière fois, exactement. Laurent et Vincent Folmet, alors qui viennent, qui du coup ont un très bon restaurant qui s'appelle Couvert Couvert, pas très loin de Bruxelles, et qui en fait, cette fois-ci, ont pris le pari de venir sur la scène sucrée, alors qu'on aurait pu les attendre sur la scène salée. C'est assez audacieux. Quand un chef finalement qui est connu pour ses créations salées, d'oser prendre la parole sur le sucré. Complètement. C'est aussi intéressant parce que finalement les chefs cuisiniers ont aussi un vrai point de vue sur le sucré et une approche totalement différente d'un vrai chef pâtissier. Et finalement, dans un grand repas, c'est intéressant parfois aussi d'avoir des créations sucrées faites par un chef cuisinier. C'est la dernière touche, alors c'est extrêmement important. Quelque chose parfois de plus léger, de peut-être plus en harmonie avec le reste du repas. Alors quand c'est un chef pâtissier qui prend la main, parfois c'est très bon. Mais ça va être déconnecté du repas. Techniquement parlant, exactement. Mais ça peut être déconnecté et parfois aussi un peu pesant, disons-le. Et puis d'ailleurs, en parlant de chefs qu'on attendait plus sur du salé et qui viennent sur du sucré, on a Sanoun de Gimbre aussi, qui est le chef de l'Air du Temps, toujours en Belgique. Donc on vous recommande d'aller faire un tour en Belgique pour découvrir ces grands chefs. Voilà, et ils viennent à Paris à partir du 16 et jusqu'au 18 mars. Et puis bien évidemment, il y a aussi toute la scène artisan. Donc la scène artisan, c'est tous les producteurs, c'est tous les vignerons qui viennent nous faire découvrir leur dernière production. Alors on retrouve par exemple un maraîcher, Olivier Durand, on retrouve Ansem Solos qui est un vigneron, on retrouve également un brasseur de Bruxelles, toujours décidément la Belgique est en vogue cette année à Omnivore, qui s'appelle Jean-Pierre Vanois, ou encore même Grégory Marchand de Frenchy To Go et Frenchy, et même Frenchy le bar à vin, qui sera là pour nous faire un certain nombre de démonstrations. Voilà, donc il y a des passes d'un jour aux alentours de 40 € si je ne m'abuse. Il y a des passes 3 jours qui coûtent 109 €. Ouais. Voilà. Et, donc c'est Maison de la Mutualité. Et c'est la Maison de la Mutualité et c'est à venir découvrir. Alors, il y a aussi... écouter une petite interview de... On va peut-être écouter une interview de Luc Dubanché, et parce que la suite du programme n'est pas finie pour Omnivore, mais on vous en reparlera juste après. À tout de suite.
Omnivore en 2014, c'est d'abord un foodbook, un mix de magazines et de guides qui va sortir là, au mois de mars, dans quelques jours. 200 pages qui vont raconter un petit peu l'histoire de la cuisine contemporaine, avec une partie magazine, une partie guide avec un guide restaurant, une partie cahier de cuisine où Jean-François Piège et Saint-Moun de Gem en Belgique cuisinent ensemble. C'est assez nouveau et c'est un bel objet qui pèse 1 kilo, qui sera vendu en librairie et qui sera, je crois, assez séducteur, assez nouveau aussi dans l'esprit. Ça sera juste la sortie se déroulera pendant le festival Omnivore du 16 au 18 mars. C'est le 9e festival d'Omnivore depuis 2006. Là, on fait venir tous les grands chefs du monde entier, tous les jeunes chefs du monde entier. Il y a 50-60 démonstrations de cuisine pendant 3 jours, à la fois des chefs, des pâtissiers, des artisans qui viennent pendant 3 jours confronter leur savoir, monter sur scène, montrer au public des festivaliers ce qu'est la cuisine de 2014. Et c'est évidemment l'idée de cette actualité. On partira juste après à Moscou, à peine 2 ou 3 jours plus tard. Et là-bas, il y a un gros festival aussi Omnivore depuis maintenant 4 ans. Avec toute l'avant-garde de la cuisine russe. Je sais que la Russie est un peu à l'actualité en ce moment pour autre chose, mais en tout cas la cuisine est vraiment une partie intégrante de la culture russe maintenant, avec des restaurateurs, des chefs qu'on a découverts il y a quelques années. Et on emmène avec nous évidemment des chefs internationaux, c'est le principe du festival, des masterclass, une soirée, des dîners. On mélange les chefs internationaux et les chefs résidents et tout ça fait une sorte de melting pot assez joyeux et assez conséquent. Et puis après, on enchaîne les dates. Au mois de juin, nous serons à Shanghai pour la 3e année à Shanghai avec un festival qui fonctionne très très bien aussi. On part au mois d'août à Montréal avec l'Omnivore World Tour et on poursuit ensuite sur Sydney et sur Istanbul. Donc il y a 6 dates de l'Omnivore World Tour en 2014 avec donc 100-150 chefs qui voyagent avec nous et qui viennent chaque fois montrer leur savoir-faire. Et puis le Omnivore Foodbook qui sort là au mois de mars, on va aussi le rééditer au mois d'octobre avec une partie guide vin cette fois-ci. Donc début octobre, vous aurez dans vos librairies l'Omnivore Foodbook tout chaud, tout frais, à boire avec modération. Et quelle évolution depuis 9 ans du coup sur la cuisine et quel regard? Depuis 9 ans, Omnivore a été précurseur, a été au début de l'avant-garde culinaire. Quand en 2003 on a titré Omnivore la jeune cuisine commence aujourd'hui. C'était pas gagné le pari d'avoir des jeunes chefs, un nouvel esprit. Il y avait des choses qui étaient quand même qui n'étaient pas faites. 10 ans après, je ne veux pas dire que la guerre est gagnée parce que c'est pas vrai, il faut toujours se battre pour la créativité, mais en tout cas on constate partout dans énormément de lieux, de villes et françaises mais aussi à l'international que la cuisine s'est complètement transformée, la créativité, l'invention sont là au quotidien, les modèles de restaurants sont aussi largement transformés et tout ça, ça participe aussi d'une sorte de révolution culturelle. Je l'ai appelé là dans le prochain Omnivore Foodbook la pop gastronomie. C'est-à-dire que c'est exactement le même impact que les groupes de rock dans les années 60-70, qui sont pas simplement là pour faire de la musique, qui sont aussi là pour innerver, envoyer des pulsations dans la société et qui correspondent aussi à des attentes de la part des gens qui vivent et qui mangent aussi différemment. Donc c'est cette complexité-là qui est intéressante d'analyser, comme Omnivore analyse et comme Omnivore a soutenu depuis 10 ans. Donc c'est ce pari renouvelé chaque année, qui progresse d'année en année, où la communauté de la jeune cuisine mondiale se construit, s'enrichit, partage de plus en plus, et c'est plutôt une belle chose d'arriver là 10 ans après avec cette réussite. Et justement, en parlant de festival qui s'enrichit et qui est toujours en évolution et en ébullition, et grâce à la magie des réseaux sociaux, du coup, Omnivore nous indique que non seulement il y a une scène salée, une scène sucrée, une scène artisan, mais il y a également une scène beverage et une scène cocktail. Donc du coup, à la fois de quoi déguster, de quoi boire également avec modération, et de profiter de tout le monde de la gastronomie de manière générale, et ça va vraiment être la fête pendant 3 jours. Et alors si Luc Dubanchet nous regarde, et on l'espère, j'espère qu'il le regardera sinon en replay, nous avons en régie Benjamin Vasson qui tient à te saluer. Voilà, c'est un petit avec message qui vous avez partagé perso. le SJLI justement. Tout à fait. Et Luc nous a parlé justement de son food book. Alors il y a eu une grosse discussion, est-ce qu'on doit l'appeler food book, est-ce qu'on doit l'appeler food mook, qui est la contraction entre book et
et magazine. Voilà. Et en fait, du coup, ils ont lancé ce très beau projet qui s'appelle l'Omnivore, le Food Omnivore Book, Charcuterie Back, avec j'adore. notamment un titre un peu provocateur, Charcuterie Back. Non, elle n'était pas partie faire l'école buissonnière comme certains pourraient le croire, mais elle est justement Pastrami, de retour Copa, dans les restaurants. Alors c'est vrai que dans les restaurants, une planche de charcuterie n'était pas forcément de meilleur goût. Et bien voilà justement que c'est chose faite. Alors du coup, dans ce livre, on découvre à la fois des recettes, enfin pas des recettes, même pas, c'est surtout des reportages, c'est surtout des choses autour de la charcuterie. On retrouve une BD. Et ce que je voudrais aussi surtout vous présenter, c'est tout ce livre, donc à la fois qui est un magazine, qui est un livre. Alors on retrouve les fameux burgers Bon essai des burgers. Exactement, qui ont envahi Paris. Alors pour une fois, il n'y a pas de notes, j'apprécie. Juste, il les présente. Il est présent. Alors il y a quelques petits. Il y a un préféré. Des préférés. Cantine California, Bonco, le bar à burger. Voilà. Donc c'est un grand travail qui a été fait par toute l'équipe d'Omnivore pour donner naissance à ce magazine. Alors on vous ne dévoilera pas tout du magazine puisque à la fin se trouvent les tables qui ont été élues par Omnivore, mais qui seront révélées lors d'Omnivore dimanche prochain. Donc on ne pourra pas vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. En revanche, on retrouve une très belle interview, entretien surtout entre Jean-François Piège qui est venu rendre visite à Saloon de Gimbre justement à l'ère du temps. Et quand on plonge dans ce récit, c'est absolument passionnant de voir la discussion entre justement l'équipe d'Omnivore avec Jean-François Piège, le temps de faire la route, et puis une fois sur place, comment justement les chefs interagissent l'un avec l'autre. C'est vraiment construit, on rentre complètement dans l'univers de la gastronomie, et pas que française, puisque justement on présente aussi toute la scène internationale. Donc on va aux États-Unis découvrir ce fameux boucher, donc il faut absolument retenir le nom, qui s'appelle John Radcliffe, et dont on entendra parler très 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 peu, sous très peu de temps, qui va vraiment faire parler de lui. On découvre aussi des interviews sur des produits, sur des chefs. Donc on est vraiment dans une approche rédactionnelle qui est très intéressante, qui nous sort du magazine. Bon, je ne dirai rien, mais je sais tout. Mais on le si vous voulez avoir le palmarès, il me semble que c'est dimanche à 16h, je crois. Quelque chose comme ça. Voilà. Et donc du coup, on vous invite à venir donc sur Omnivore pour découvrir tous ces chefs, mais aussi pour vous procurer donc du coup ce foodbook Charcuterie Back qui est en prévente sur le site d'Omnivore. Et pour terminer sur cette partie, à savoir aussi qu'il y a des dîners qui sont organisés, qui sont déjà tous complets, mais on vous le dit pour la forme, si vous mettez l'eau à la bouche, qui s'appellent les fameux fucking dinners. Jamais, des fois qu'il y a des places qui s'annulent et que vous avez envie d'y aller, mais c'est déjà tout plein, les fucking dinners. C'est les fameux fucking dinners qui sont des duos avec des chefs, entre Pierre Sang, avec David Toutain qui invite Christian Puglisi du magazine, je suis encore dans mon magazine, du restaurant Relais à Copenhague, ou encore Yannick Aleno qui invite Mathieu Vianney de la Mer Brasier de Lyon, auquel j'aurai la chance de participer. Donc on vous racontera ça avec grand intérêt. Voilà en tout cas pour Omnivore. Et puis on vous invite surtout à y aller. Et il reste encore quelques places de disponibles et quelques places à gagner, toujours sur le site de Mathilde Cuisine. Donc là, vous allez sur le blog de Mathilde si vous voulez gagner des places. Voilà, il y a des très beaux commentaires qui ont déjà été postés, j'en suis absolument ravie. Voilà, donc n'hésitez pas. Voilà pour cette partie Omnivore. Et on continue côté événement. On continue côté événement avec la truffe qui est à l'honneur chez les Frères Blancs du 5 au 12 mars, c'est-à-dire juste en ce moment, et c'est seulement jusqu'à mercredi prochain, il ne faut pas le louper. Donc il y a tous les établissements du Frère Blanc qui participent. On va passer quelques photos des plats. Moi j'ai eu notamment un coup de cœur pour 3, c'est les coquillettes à la truffe, classique, bon, hyper régressif mais top, qu'on peut trouver chez Jenny dans le 3e. Le croque et truffe, qui est donc un croque-monsieur à la truffe, qui est à Flora Danica et Copenhague dans le 8e.
Et le dernier pour lequel j'ai eu un coup de cœur, c'est le risotto à la truffe, qu'on trouve donc au Petit Zinc dans le 6e. Mais on peut aussi trouver au Pied de Cochon le céleri remoulade aux truffes, au Grand Café Capucine l'œuf miroir et truffes, au Procope la brouillade d'œufs et truffes, ou encore à la Lorraine les spätzle et truffes. Bref, des spécialités à la truffe. C'est la fin, il faut en profiter, il ne faut pas le louper. En plus, les prix sont pas très chers. Les plats sont généralement entre 19,80 et 29,90, ce qui pour des plats avec de la truffe n'est pas complètement excessif. Et c'est 2 à 3 tickets resto. Divin. 2 à 3 tickets resto. Merci. Pour revenir sur la Mathilde. thématique de Marc Vera. Merci. Et on a beaucoup parlé de chefs, mais il y en a aussi beaucoup d'entre nous qui cuisinent à domicile. Et justement, pourquoi ne pas allier les deux avec des recettes de chefs et la cuisine à domicile? Alors pour ceux d'entre vous qui sont encore au sport d'hiver et qui ont la chance de pouvoir aller dévaler les pistes, vous devez sûrement connaître les magasins Sherpa qu'on trouve justement dans la plupart des stations de ski. Et en fait, ils ont mis en place un livret de recettes qu'on peut télécharger sur la page Facebook ou qu'on peut trouver notamment dans ces fameux supermarchés. Et en fait, les recettes ont été établies avec le chef qui s'appelle Mickey Bourdia, qui est du coup le chef du restaurant Le Bristol à Chamonix et qui a élaboré 24 recettes dans ce guide, donc de quoi se faire plaisir quand on rentre du ski. Et on va avoir une petite recette, on va avoir une petite recette justement autour du boudin noir. Voilà, comment faire du boudin noir quand on est au ski. La plaque posée au-dessus de la pâte l'empêche de gonfler, exactement comme pour un millefeuille. Fait caraméliser la confiture d'oignon avec les pistils de safran, jusqu'à obtention de cette couleur dorée. Coupez le boudin en sifflets et placez le côté le plus large en haut pour empêcher la tranche fine de sécher. Pour changer du boudin aux pommes classique, on fait une émulsion de pommes. Et on retrouve les saveurs de notre enfance, différemment. J'adore le boudin noir. Mais moi aussi, je suis grande fan. C'est très bon en plus, sa recette là. Alors après le Ça a boudin l'air noir, on délicieux. va aller vers du sucré. Du sucré, et dans la série, on n'arrête pas le progrès. On n'arrête pas le progrès, ou pas. On avait connu le cronut, mi-croissant, mi-donut. On va mettre une petite photo de ce succès américain. C'était le chef français Dominique Ancel qui avait créé ça. Et ça a été un succès dingue aux États-Unis. Il s'arrachait, il a que des heures devant la boutique du pâtissier pour déguster le cronut. Apparemment, c'était très bon. Moi, j'ai pas eu la chance de goûter. Et là, il vient de poster la photo de sa dernière création. On a envie de dire un peu stop avec Mathilde. Ça s'appelle le cookie shot de lait. Donc l'idée lui est venue il y a quelques semaines lorsqu'il a dégusté un Oreo. Et donc la découverte, il n'avait jamais mangé d'Oreo, il s'est dit avec un Oreo on peut détourner. Donc il a voulu confectionner un gâteau mêlant le cookie et le lait. Et donc il a carrément fait les deux quoi. Si tout le monde boit du lait avec des biscuits, pourquoi ne pas créer un dessert qui permet de combiner les deux à la fois, a déclaré Dominique Ancel. Voilà comment le cookie shot de lait est né. Il s'agit d'un biscuit au chocolat cuit dans un moule en forme de cylindre. La pâte du gâteau est épaisse mais extra aérée pour absorber le lait. J'ai pas bien compris en fait. J'ai vu cette chose passer.
comme voilà cette chose. On peut le remettre à l'écran, cette espèce de verre de gâteau avec du lait dedans. Mais j'ai pas le lait. Pour que Mathilde comprenne bien. Non, mais j'ai compris le principe, mais le lait reste liquide à l'intérieur. Le lait reste liquide et en fait le gâteau donc, il faut le manger très vite en fait. Bah, tout à fait. Puis faut alors moi ma question c'est est-ce que tu le bois et qu'en même temps tu croques? Mais c'est ça. Parce que t'en fous partout au final quoi. Complètement. Et je pense qu'à mon avis, il faut que le lait absorbe le cookie, après tu bois, et après du coup, comme le lait est encore absorbé. Exactement. Mais c'est pas marrant si ça croque pas sous les dents. Bah ouais, moi j'aime bien quand c'est mou, mais pas trop non plus. Ouais, on est d'accord. Du coup, on n'est pas fan. Je suis pas enthousiaste. Du coup, on n'est pas emballé. Déjà, cette histoire de cronut, à mi-chemin entre le croissant, le donut, enfin... Ça dénature le produit. Voilà, et alors là, pour le coup, le cookie en verre avec du lait dedans, je me dis, bon... Je préfère avoir mes cookies, mon verre de lait et faire ma trempette. Ou manger un Oreo, tout simplement. C'est ça. Ou un bon bol de chocolat chaud avec un beignet, avec un sablé en revenant du cul, c'est encore meilleur. T'es encore au ski top. Complètement. On va finir avec une petite vidéo sympa. Donc c'est un clip parodique qui a été créé par plusieurs associations et la Confédération paysanne qui dénonce le projet d'un grand patron du BTP qui va investir 11 millions d'euros dans la ferme géante avec 1000 vaches en Picardie. Et donc tous les petits producteurs sont dit attends, c'est pas possible, c'est pas ça la production de vaches, ça peut pas devenir quelque chose d'aussi industriel. Et donc ils ont fait cette clip vidéo assez rigolo pour dénoncer justement l'abus des grands patrons qui construisent des fermes complètement délirantes et qui ne respectent pas le produit, qui ne font pas des bons produits. Alors on regarde cette petite vidéo. Avec le hashtag 1000 vaches à suivre. Tout le monde bouge son boule. Ouais, toi aussi là-bas derrière, là, ouais. Yeah. Vas-y, comment. Tout le monde bouge son boule. Me. Paraît que t'as besoin de moi pour un projet sympa, un truc agricole qui pourrait faire école, où je pourrais gambader et surtout bien manger, voire même me faire masser comme le bœuf de Kobe. Quoi, qu'est-ce que j'entends? Tu veux que je vive en usine? Mais moi je suis une vache, moi je suis pas une machine. On sera combien? 50? Non, me dis pas qu'on sera 130. Non. On sera combien? 1000? Mais c'est quoi ce bordel? C'est juste industriel. Tu veux méthaniser et donc me faire chier. Mais t'es un fêlé. Ton électricité, tu peux te la fabriquer avec tes propres pères. Je crois que je vais me vénère. Si tu crois que je vais me taire, si tu crois que tu vas me traire et que je vais me laisser faire. C'est bon, je suis vénère. Ton univers concentrationnaire mérite les glands de ma mère. Je suis la vache en colère. Te rends compte que 1000 vaches qui vivent tout enfermées et qui ont la diarrhée, va falloir les médicamenter. Tout ça pour du blé, même pas pour du blé. J'adore. Écoute, ça va nous mettre la pêche pour ce vendredi après-midi ensoleillé. C'est absolument magnifique. Donc vous l'avez retenu. Donc il faut soutenir les 1000 vaches avec le hashtag 1000 vaches. Enfin, non, contre les 1000 vaches. Mais voilà. Il faut soutenir cette association qui est effectivement importante. Exactement. Ça a mis complètement la pêche, cette chanson, j'adore. Voilà, c'est ça. Eh bien, c'est déjà la fin. Complètement, ça passe très vite en fait. Merci à tous de nous avoir suivis. Et on se retrouve la semaine prochaine sur Omnivore pour ceux qui vont. Et puis dans 15 jours pour la prochaine émission. Et puis bon appétit. Bon appétit, bien sûr.